Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure américain. Et nous retrouvons Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, avec nous en visioconférence ce soir encore. Bonsoir Pierre-Yves, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. Donc, je le rappelle, en direct à 17h45 pour ceux qui nous suivent en télévision, mais surtout à retrouver en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Pierre-Yves, commençons avec la logique de marché, un élément qui vous intéresse, alors qui a trait à la résilience de l'économie américaine qu'on observe à la sortie du troisième trimestre ou quasiment à la sortie du troisième trimestre aux États-Unis. On a des indicateurs macro qui vont encore, semble-t-il, dans le bon sens. On peut appliquer également cette grille de lecture à la santé des entreprises américaines et notamment à la santé bénéficiaire des entreprises américaines. Oui, c'est assez logique de voir que les révisions à la hausse des perspectives de croissance immédiate pour l'économie américaine au troisième trimestre se traduisent logiquement par des révisions à la hausse de perspectives de résultats pour les entreprises américaines dans ce troisième trimestre qui va s'achever bientôt. En fait, depuis la fin du mois de juin, les analystes, plus ou moins discrètement, révisent à la hausse leurs perspectives de résultats et tel que l'on peut compiler ces perspectives, tous secteurs confondus, on s'aperçoit aujourd'hui que pour la première fois depuis un an, c'est-à-dire depuis le troisième trimestre 2022, on risque d'observer des hausses de profit par action pour les 500 plus grandes entreprises américaines. Ça, s'était pas produit depuis un an. Une toute petite hausse est anticipée pour le moment, 0,5%, mais on sort d'un trimestre où les profits avaient chuté de l'ordre de 4 à 5%. Donc c'est une bonne surprise, c'est une surprise assez logique. Et certains secteurs, probablement, si les analystes ne se trompent pas, vont en profiter davantage. Une fois de plus, la technologie, nous en parlions avec vos invités tout à l'heure. On révise à la hausse, par exemple, les perspectives de résultats de Google ou encore de Meta, pour le secteur qui est curieusement qualifié de service de communication et d'information technologie dans la nomenclature de S&P. Je ne comprends pas du tout cette dénomination, je ferme la parenthèse. Secteur de la consommation discrétionnaire. Alors là, on comprend déjà un petit peu mieux, c'est des choses dont on n'a pas vraiment besoin mais qu'on achète quand même. Amazon, Target ou encore tout le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs sont censés profiter davantage de ce surplus de croissance inattendu. Je viens de vérifier à l'instant un chiffre qui m'amuse toujours beaucoup, c'est celui de la Réserve fédérale d'Atlanta qui fait du nowcasting, c'est-à-dire qui prend tous les chiffres qui sont déjà sortis et qui les projette pour avoir une estimation instantanée de ce que semble être la croissance américaine au troisième trimestre. On est à plus de 5% aujourd'hui. Alors, ça n'est pas une prévision, c'est juste un calcul à partir des chiffres qui sont déjà sortis. Mais les anticipations maintenant en rythme annuel pour le troisième trimestre américain, pour le PIB, c'est entre 2 et 3%, voire plus. Donc c'est tout de même quelque chose qui est significatif au niveau macroéconomique, qui fait peur au marché obligataire, mais qui se traduit favorablement pour les perspectives de résultats des entreprises. Ce marché obligataire, bien sûr, qui est dans un paradoxe, qui se porte mal, ça se confirme aujourd'hui, on voit encore les rendements obligataires grimper, parce qu'on est tous à peu près d'accord pour penser que le 20 septembre, à la suite de la réunion du comité monétaire de la Fed, la Réserve fédérale ne va pas toucher aux Fed Funds, mais le doute est en train de s'installer sur ce qu'elle pourrait faire en novembre ou en décembre, et surtout le doute s'installe sérieusement sur la perspective de baisse des Fed Funds, quelque chose à laquelle on croyait encore il y a quelques mois et à laquelle on croit de moins en moins. Ce qui est très intéressant sur la dynamique de profit des entreprises américaines, et on parle bien avec vous, Pierre-Yves, des entreprises cotées, sur le marché action, c'est que en séquentiel, comme on dit, d'un trimestre sur l'autre, ça fait au moins 3 ou 4 trimestres que les bénéfices des entreprises américaines ne progressent plus. Oui, on a perdu, je me souviens, on avait fait le preview du second trimestre ensemble, on avait annoncé un peu plus de 5% de baisse, on a fait 4,71 je crois, si l'on prend les estimations de FactSet, mais on n'a vu que des reculs de profit par action collectifs depuis le troisième trimestre de l'année dernière. Les choses sont en train de s'améliorer. Alors, il y a une autre chose qui est amusante, qui est
qui est observé par FactSet, qui a procédé à une analyse sémantique des conference calls. Il y a quelques mots magiques, et le plus magique, bien évidemment, si l'on veut faire monter l'action d'une entreprise aujourd'hui, c'est celui de l'intelligence artificielle. Lorsque ce mot magique est prononcé aujourd'hui, miraculeusement, les actions se portent mieux. Sur les quelques 500 sociétés qui ont été suivies par FactSet, 177 conference calls ont fait état, au cours des dernières semaines, de l'intelligence artificielle, et miraculeusement, ça a aidé à faire monter le cours. À l'inverse, celles qui se sont abstenues de prononcer ce mot magique ont plutôt vu leur cours baisser. Autre observation sémantique, l'autre mot moins magique est celui d'inflation. L'inflation auquel on peut faire référence pour expliquer les difficultés qu'on a dans ces marges, par exemple. Eh bien, ce mot est de moins en moins employé. Ouais. On emploie de plus en plus le mot intelligence artificielle, de moins en moins le mot inflation. C'est assez paradoxal, mais curieusement, celles qui ont eu recours au mot inflation, à l'inverse, ont vu en moyenne leur valorisation reculer. Je voyais dans les enquêtes, alors c'est l'enquête NFIB auprès des patrons des entreprises de taille moyenne aux États-Unis. Pierre-Yves, je voyais qu'effectivement, en termes de problématiques, le problème de recrutement était peut-être en train de redescendre un petit peu dans le classement. Et puis je voyais sur les tensions du marché du travail, ceux qui changeaient de job en espérant et en gagnant une très belle hausse de salaire, aujourd'hui, les gains salariaux pour ceux qui changent de job ne sont plus aussi importants qu'avant, comparé à ceux qui restent dans l'emploi, dans l'entreprise dans laquelle ils sont aujourd'hui. C'est des petits signaux quand même, ça. Oui, les choses sont en train de se normaliser. Vous vous souvenez de toute l'encre qui a coulé sur le monde d'après? Le monde d'après, c'est aujourd'hui, et c'est en train de ressembler de plus en plus au monde d'avant. N'oublions pas qu'au terme de ces vacances d'été, avec le passage de Labor Day, dont nous parlions la semaine dernière, et bien maintenant, ce retour, c'est la rentrée des classes, mais c'est aussi la rentrée des employés dans les entreprises. La tolérance exceptionnelle montrée notamment dans l'industrie des services et dans l'industrie bancaire pour des employés qui décidément se plaisent beaucoup à rester chez eux et ne veulent plus aller au bureau. Cette tolérance est de moins en moins générale, et il est clair que maintenant, on ne change plus de job aussi facilement, on ne trouve plus d'augmentation aussi facile, et il est difficile de trouver des employés, à moins d'être vraiment quelqu'un de très important, qui accepte de vous laisser à la maison comme ça, sans vérification, 3-4 jours par semaine. L'autre sujet qui nous intéresse avec vous ce soir, Pierre-Yves, au lendemain du G20 qui se tenait donc en Inde, au Bharat, la question de la relation Chine-États-Unis, qui n'est pas nouvelle, effectivement, mais c'est un feuilleton permanent. Est-ce que Joe Biden est autant obsédé par le déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine que l'était Donald Trump à l'époque, ou est-ce que l'obsession de Biden vis-à-vis de la Chine est ailleurs, en dehors de la question du déficit commercial encore abyssal que les États-Unis entretiennent avec la Chine ? Je crois que Joe Biden passe beaucoup de temps à s'inquiéter de la détérioration des relations entre la Chine et les États-Unis. Il ne cesse de concevoir de nouvelles réglementations pour maintenant non seulement limiter les dommages que les entreprises chinoises peuvent faire sur des parts entières de marché d'entreprises américaines, mais pour limiter maintenant les investissements américains en Chine, sans parler bien sûr de l'accès à la technologie américaine. Pour autant, sans faire cette fixation sur le déficit comme instrument de mesure de l'efficacité d'une politique commerciale, on note, on ne le répétera pas assez, que Joe Biden, qui dénonçait la politique de surtaxe et de droits de douane pratiquée par Donald Trump, a été le premier à surtout ne pas y toucher. Nous avons des droits de douane de 7 à 25% qui s'appliquent sur quelques 360 milliards de dollars d'importations américaines en provenance de Chine. Il n'a pas touché aux droits de douane de Trump, et on peut commencer maintenant vraiment à mesurer l'impact de cette politique trumpienne reconduite par Joe Biden sur les flux commerciaux. Et on s'aperçoit que les critiques de Donald Trump qui lui disaient ce n'est pas en relevant le prix des produits chinois que vous allez rééquilibrer la balance commerciale globale américaine, vous allez simplement déplacer le problème ailleurs. C'est exactement ce qui s'est passé. Le déficit commercial des États-Unis avec la Chine
si on le compare avec un point de référence qui est de 2017 pour évacuer les complications posées par le Covid et tout ça, et compare aujourd'hui, c'est à peu près le même. On est autour de 400 milliards de dollars. En revanche, on a une explosion des importations américaines en provenance de pays qui sont devenus des pays de substitution à l'égard des flux commerciaux chinois. Quelques chiffres, la Corée, plus 62% depuis 2017 d'importations américaines, l'Inde, plus 76%, le Bangladesh, plus 96%, le Vietnam, où était hier soir encore le président Biden, plus 174%. C'est une très bonne affaire pour ces pays asiatiques qui cherchent à sortir de la sphère d'influence de la Chine. Malheureusement, dans le même temps, Donald Trump, qui a besoin tout de même de quelques arguments de campagne, puisqu'il est obsédé par l'impératif de se faire réélire, nous a sorti une nouvelle idée sur laquelle il est en train de faire campagne, qui est l'imposition, dès qu'il sera revenu à la Maison-Blanche, d'une nouvelle surtaxe générale appliquée à tous les produits, à tous les pays, sauf quelques véritablement bons amis de l'Amérique, une surtaxe de 10%. Alors naturellement, ce serait une catastrophe pour relancer la guerre économique mondiale, la perspective de mesures de rétorsion, la perspective également de rejet de telles mesures, précisément par ces pays qui ont profité de l'écartement de la Chine de certains flux commerciaux. Mais c'est une idée qui, d'un point de vue purement électoral, est difficile à contrer par Joe Biden parce que ça l'obligerait à défendre le libre-échange. Et plus personne ne veut défendre le libre-échange aujourd'hui à Washington, ni les républicains trumpistes, ni les démocrates. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci pour ce quart d'heure américain chaque lundi avec vous en direct à 17h45 dans Smart Bourse, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain qui était avec nous en visioconférence ce soir.